Est-ce que tu vois que ça démarre là? Oh, Oui, c'est bon. C'est bon. c'est bon. Bonjour Morgane. Alors, on va commencer cette interview. Parle-moi de toi, qui tu es, quel âge tu as, enfin ta région, ta formation, ton domaine d'activité et ton nombre d'enfants. Alors du coup, moi je m'appelle Morgane Nectou, j'ai 36 ans. Je suis dans l'Est de la France, c'est-à-dire que j'ai commencé plutôt ma carrière en Loire-Atlantique et puis maintenant je suis basée près d'Angers. Je suis maman de 2 enfants qui ont bientôt 9 et 4 ans et je suis entrepreneuse depuis 2008. Voilà. Plutôt moi à la base je suis comédienne de formation et du coup j'ai plutôt d'abord créé mon entreprise pour pouvoir donner des ateliers de théâtre et utiliser les outils de théâtre pour travailler autour de la communication non verbale, de la confiance en soi et de la gestion du stress. Voilà. Parle-moi un peu de ton activité là, de coach. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Bah, en fait, moi, du coup, j'ai toujours aimé accompagner les personnes. Et du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je travaillais en tant qu'enseignante théâtrale que tous les outils que j'utilisais pour créer un personnage, en fait, pouvaient aider les personnes à déjà se trouver soi-même. Donc, il y a en 2008, moi, j'ai créé du coup mon auto-entreprise et j'accompagne des personnes dans une démarche plutôt de changement professionnel, de reconversion et qui ont besoin de travailler sur comment être en adéquation avec leur image personnelle en fait et puis ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc c'est-à-dire vraiment correspondre par exemple pour un recrutement, un nouveau job, vraiment correspondre à l'image qu'ils ont envie de donner d'eux-mêmes. Donc on travaille à la fois sur une démarche sur les postures, sur tout ce qui va être communication non verbale et puis petit à petit j'ai étoffé en fait mes outils et aujourd'hui, je vais jusqu'au relooking avec vraiment travailler aussi les codes couleurs, les silhouettes, le vêtement, pour que tout ça fasse un tout et que vraiment la personne, elle se sente bien dans ses baskets quand elle va travailler, quand elle va postuler pour un nouveau job ou quand elle démarre une dynamique aussi d'entrepreneuse. J'ai beaucoup de jeunes entrepreneuses qui ont besoin aussi de travailler leur image par rapport à travailler la posture professionnelle et à la fois la tenue vestimentaire qui va avec. Donc en fait, Donc, ta clientèle idéale, en fait, ta clientèle cible, c'est qui exactement? C'est les jeunes entrepreneuses. Il y a t'as différentes clientèles. alors ça va être surtout, déjà c'est surtout des femmes la plupart du temps. Souvent c'est des petits groupes où c'est de l'individuel. C'est des femmes qui sont effectivement dans une démarche d'entrepreneuse, qui sont ou alors en reconversion, c'est-à-dire des femmes qui ont pendant plusieurs années exercé le même emploi et puis tout d'un coup il y a eu soit elles ont décidé de changer de carrière professionnelle, soit elles ont été victimes d'un licenciement ou voilà de l'arrêt de leur entreprise et du coup elles se posent des questions sur qu'est-ce qu'elles vont faire maintenant. Et elles se rendent compte souvent qu'elles sont restées aussi des fois à un stade assez ancien, 10 ans, 15 ans en arrière, parce que elles étaient restées dans la même entreprise, dans le même job, et que là, il faut qu'elles se reprennent un petit peu en main. Donc, elles essayent de travailler sur tout ce qui va être comment se remettre en valeur, quels sont ses atouts, et puis du coup, vers quelle profession aller. Voilà, donc c'est un travail que je mène. Alors, je peux mener de manière individuelle et puis collectif, parce que je travaille aussi également dans des structures comme les maisons de l'emploi, comme dans des organismes, du coup, en lien avec Pôle emploi, pour pouvoir aussi avoir ce public-là, c'est-à-dire le public de gens qui sont en questionnement sur leur parcours professionnel. Alors, en 2017, tu avais lancé un spectacle qui s'appelait Et si on dansait? Qu'est-ce que c'était exactement comme spectacle et pourquoi en fait Enfin, raconte-moi en fait l'histoire de cette création.
Alors, du coup, à côté de mon activité de coaching, moi, j'ai toujours gardé ma dynamique artistique. Donc, ma formation première, c'est d'être comédienne. Donc, j'ai toujours continué à mener des projets vraiment dédiés au spectacle vivant, donc au théâtre et à la danse. Et puis, du coup, en 2017, j'avais envie de créer un plus gros spectacle que ce que je faisais d'habitude. Et on est parti sur l'histoire des lieux de danse des années 30 jusqu'à aujourd'hui, puisque moi, je suis une passionnée de théâtre et de danse, donc j'ai une formation sur les deux disciplines. Et c'était vraiment de raconter comment, dans ces lieux de danse populaires, les comportements, les mœurs, tout ça avec la société, avec les événements historiques avaient évolué, comment la danse à deux était devenue une danse plus individuelle, comment on s'amusait aujourd'hui. Donc on commence, le spectacle commence dans le bal populaire plutôt des années 30 et puis va finir dans la boîte de nuit actuelle avec les nouveaux codes, etc. C'est un gros projet puisque c'est un projet qui réunit une vingtaine de personnes au sein de l'équipe, que ce soit l'équipe artistique ou l'équipe administrative autour du spectacle. C'est un projet qui a du coup vu le jour en 2017. On a joué sur le Grand Ouest, on va dire. Voilà. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet? Parce qu'en fait, ça te... Voilà, oui, parce que tu étais déjà comédienne et que tu avais envie de... En fait, j'avais envie de revenir à une dynamique artistique. Pendant longtemps, du coup, j'ai travaillé sur l'accompagnement, j'ai fait de l'enseignement théâtral avec des étudiants, avec des publics différents. Et puis là, j'avais vraiment envie de retravailler sur un projet avec des professionnels. Donc, j'avais créé mes dernières pièces plutôt dans le début des années 2002, 2003. Et du coup, là, j'avais une grosse période où j'avais vraiment travaillé plutôt avec un public d'amateurs ou de semi-professionnels. Donc là, j'avais vraiment envie d'avoir mon projet à moi qui raconte des choses qui me tenaient à cœur sur la scène et puis avec des comédiens professionnels. Donc ça a été une grosse aventure parce on s'est lancé dans un casting on a reçu 200 candidatures, on a vu 50 personnes pour 12 rôles. Voilà, donc on a eu aussi des aléas de planning avec certains acteurs, avec certains professionnels. On a eu aussi des aléas financiers, donc il a fallu rebondir. Voilà, c'est une grosse machine qu'on a voulu mettre en place. Enfin, en tout cas, moi qui me tenais à cœur de mettre en place. Donc, le projet Ici en dansé, il est né aussi avec la création d'une compagnie qui s'appelle Alrakis, qui est une compagnie, là c'est pareil, moi j'appartenais à une compagnie depuis plusieurs années, j'avais envie d'avoir ma propre structure. C'est vrai que je crois que quand on est auto-entrepreneuse, en fait, à côté, on aime bien d'avoir son indépendance, on aime bien pouvoir faire aussi les choses à sa manière, à sa façon. Et dans le monde du spectacle, on est beaucoup dans l'associatif, dans le collectif. Et moi, je m'y retrouvais plus. Je pense que j'avais vraiment envie d'avoir mon identité propre. Donc, j'ai créé Alrakis en 2015. Et petit à petit, une fois que la structure a commencé à être un peu plus pérenne, je me suis lancée dans l'aventure Ici on dansait. Après, il faut savoir qu'un spectacle, de toute façon, avant qu'il voit le jour, c'est 2 à 3 années de travail en amont pour réunir l'équipe. Là, c'est une création pure, donc je l'ai écrit. Il fallait tout inventer. Voilà, il y a le décor, il y a les costumes, il y a beaucoup de choses à penser avant qu'il soit visible par le public, en fait. Donc c'était plutôt une volonté, ce spectacle-là, c'était une volonté de me réapproprier en fait ma partie artistique en fait de mon métier que j'exploitais plus vraiment dans le coaching et la formation et du coup en étant indépendante. C'est pour ça que j'ai créé et la structure et le spectacle dans la foulée en fait. Voilà. Et donc, dans les intervenants, à part les comédiens, il y avait quoi? Une costumière, une Alors, maquillage? donc, du coup, en termes artistique, on avait donc 14 comédiens, parce qu'une équipe aussi qui est lourde comme ça, avec 12 personnages sur scène, il y a des comédiens forcément remplaçants, parce que des fois, il y a des comédiens qui ne sont pas disponibles. Donc, il y avait 14 comédiens et danseurs. J'ai eu la chance de travailler aussi avec un danseur de l'émission Danse avec les stars, qui m'a apporté aussi son savoir-faire, sa notoriété. Je travaillais avec Guillaume Foucault, en fait, du coup, qui est le chorégraphe sur le spectacle et aussi acteur et danseur. Donc, c'est vrai que ça aussi, on a échangé aussi dans sa manière de travailler, son expérience. Donc, c'était vraiment
avec des comédiens, des artistes qui venaient de toute la France. Il y avait des artistes donc, de l'Ouest et puis de Paris, avec des artistes, des acteurs plutôt de cinéma, vraiment plutôt d'autres, vraiment des danseurs, des danseurs de danse à deux, des danseurs hip-hop. Il y avait vraiment mon objectif en faisant un casting national, c'était vraiment d'avoir des profils d'acteurs très différents. Donc, c'était vraiment voilà, de réunir une équipe de personnes qui n'avaient jamais travaillé ensemble et qui, du coup, pouvaient aussi apprendre à se découvrir et à amener aussi chacun leurs compétences. Donc ça, c'était l'équipe artistique. Après, il y avait une costumière. J'ai travaillé avec 2 scénographes qui ont établi d'abord toute la maquette du décor et puis après, qui l'ont réalisé avec un constructeur. Après, on avait du coup la costumière on traverse beaucoup d'époques, donc il y a un gros travail de costume, puisqu'on va des années 30 jusqu'à aujourd'hui, pour 12 comédiens, donc ça fait énormément de tenues, accessoires, etc. à gérer. Donc du coup, elle avait aussi un gros travail sur la reconstitution historique de chaque personnage. Et puis après, de l'artistique, j'ai travaillé du coup avec 2 personnes pour la musique, pour pareil rechercher vraiment les musiques de l'époque. Nous, l'idée, c'était de vraiment travailler sur aussi des sons que les gens peut-être connaissaient un peu moins, mais qui avaient été des sons un peu cultes à l'époque, voilà, mais qui étaient tombés dans l'oubli après. Donc, j'ai travaillé avec 2 DJ angevins qui, eux, voilà, sont vraiment spécialistes de la musique, de l'histoire de la musique. Et l'idée aussi du spectacle, c'était de mêler derrière une soirée dansante, puisqu'on parle de la danse. Donc, il y a 90 minutes de spectacle, 90 minutes de soirée dansante. Et donc, ces DJ-là, ils ont été aussi, du coup, ils ont aussi animé la partie soirée dansante après les représentations. On a travaillé aussi avec 2 techniciens son et lumière, parce qu'il y avait un gros travail de lumière par rapport à l'ambiance, recréer les ambiances, recréer aussi les univers de ces boîtes de nuit avec qu'est-ce qui existait. Il n'y avait pas les néons, il y avait des barrages, il y avait voilà, essayer de recréer aussi toute l'évolution historique des lumières. Voilà, donc ça c'était plutôt la partie, je pense que j'ai oublié personne, mais la partie artistique. Après, hein, pour monter un tel spectacle, il y a forcément un aspect aussi administratif, donc un graphiste pour la communication, une chargée de diffusion, une chargée de production. Voilà, il y a énormément de gens, et puis il y a des partenaires, des imprimeurs, voilà, il y a énormément aussi de gens avec qui on travaille en étroite collaboration autour du projet en fait. Et donc, vous aviez lancé à l'époque, je me rappelle, une opération de crowdfunding. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette... Alors, il y a eu 2 étapes de crowdfunding en fait. Il y en a une au printemps 2017 qui a été malheureusement qui a pas pu être menée à terme puisqu'on était sur une plateforme où si on n'atteignait pas notre objectif, on ne récoltait pas nos dons. Donc ça a été un premier coup dur pour le projet parce qu'on avait récupéré quand même une somme d'argent importante sur la plateforme, mais elle ne nous est pas revenue, elle a été restituée aux donateurs. Donc ça, c'est compliqué de mettre en place un crowdfunding. Moi, je me suis retrouvée aussi devant une situation où on est nombreux, aussi bien dans l'artistique, mais que dans d'autres projets d'indépendants, à faire cette démarche de faire des financements participatifs, et que les gens sont énormément sollicités. Et dans le milieu de l'artistique, moi, il y a des périodes où je reçois un appel à don presque par semaine par des amis qui veulent sortir un disque, qui veulent sortir un spectacle, qui veulent mener un projet à l'étranger avec d'autres artistes. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont maintenant demandées par ce biais-là. Et donc, la première campagne n'a pas fonctionné, donc on a essayé de réfléchir à comment on pouvait fonctionner différemment, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient nous soutenir, qui étaient déçus que la campagne n'ait pas pu aboutir, qui voulaient nous donner d'une autre manière. Donc c'est là que moi je me suis tournée vers la plateforme Hello Asso, qui pour moi est une plateforme beaucoup plus complète pour une association, qui permet à la fois de faire des dons toute l'année, qui permet aussi de monter des campagnes, de faire de la billetterie, etc. Et donc, grâce à Hello Asso, on est reparti sur une campagne au moment de la création du spectacle, donc un petit peu plus tard, qui nous permettait là, du coup, ce qui permettait aux gens en fait d'être en direct
ils voyaient le spectacle se monter et en même temps, du coup, ça pouvait les motiver de donner parce que du coup, ils nous voyaient en répétition, ils nous voyaient en essayage costume, ils nous voyaient vraiment dans le concret du projet. Et là, cette campagne-là, elle a beaucoup plus marché en fait. Parce que il y avait je pense pour les personnes, il y avait un intérêt à nous suivre en direct et du coup à nous donner et à nous soutenir à ce moment-là. Alors, maintenant, on va reprendre sur ton activité de coach. Ah, oui. Alors, quels sont tes outils de communication? Parce que bon, moi, je suis consultante en communication digitale. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, toi, comment tu communiques. Du coup, moi, je communique de différentes façons. J'utilise beaucoup, bon, déjà tout ce qui va être site internet et réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de s'en passer si on veut être visible aussi, même pour son réseau proche, parce qu'en fait, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup au quotidien et qui reçoivent du coup les actualités comme ça de mon activité. Donc, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je vais utiliser aussi le principe de la newsletter. Ça, c'est vrai que ça marche aussi beaucoup. Dès que j'ai des ateliers, des portes ouvertes, des moments où je vais communiquer sur mon activité, je vais les mettre dans la newsletter. Et puis après, tu es sur quelle plateforme, hein? alors moi, je suis avec mon activité de coach, donc j'ai un site internet et après je suis sur Facebook et Instagram. Avec, pardon? Et la newsletter, en fait, tu es sur quelle plateforme? Alors la Mailchimp? newsletter, je suis sur Mailchimp. Depuis en fait toutes mes newsletters, que ce soit pour la compagnie de théâtre, donc pour Ici on dansait, ou pour mon activité personnelle, j'utilise toujours cette plateforme-là. C'est vrai que je la trouve assez ergonomique, facile à utiliser. Donc moi, et puis là encore, c'est un outil que j'ai partagé avec des chargés de diffusion, avec une chargée en communication. Donc c'est un outil qu'on était toutes les trois à maîtriser. Donc, c'était plus facile d'avoir le même outil et que du coup, il y ait une cohérence après dans l'envoi de nos mails, aussi bien, je pense, au spectacle, aussi bien pour le public, mais après, il y avait aussi tous les partenaires, tous les professionnels, les programmateurs. Donc, je travaille toujours avec un outil qui est aussi abordable par les associés avec qui je travaille. Donc, pour mon activité personnelle, finalement, j'ai gardé ce même outil parce que je le maîtrise. Après, donc, je disais, moi, je suis beaucoup aussi réseau, je crois beaucoup aussi au réseau vivant. Donc, je participe beaucoup à des cercles d'entrepreneuses, des événements avec la boutique de gestion, avec la CCI. J'essaie vraiment d'être présente aussi sur le territoire de manière concrète, en fait, parce que j'ai remarqué que c'est souvent aussi grâce à ça que les liens se faisaient, le réseau s'étoffait et puis qu'il y avait de la demande en fait. Alors, ton logo, comment est-il né? Alors déjà, redis-nous, enfin, je le mettrai sûrement dans l'article, mais comment est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il est né? Est-ce que c'est qui l'a fait? Enfin, est-ce que c'est toi qui l'as fait Alors, d'abord? du coup, moi, j'ai travaillé pour mes deux logos, c'est-à-dire pour mon logo de coach et puis le logo de ma compagnie. J'ai travaillé avec la même graphiste qui s'appelle Anaïs Frébeau, qui travaille sur le 44, en fait, en Loire-Atlantique. C'est une jeune femme que moi, j'ai rencontrée dans le cadre de ma formation avant ma création d'entreprise avec la boutique de gestion de l'Ouest. Donc, j'avais vraiment envie, alors pour mon logo de coach, mon travail, l'idée, c'était vraiment de travailler sur moi. Donc, du coup, on est parti sur une photo que moi, j'avais fait en shooting photo, qui a été retravaillée de manière un peu plus dessinée, mais vraiment qui est mon visuel, en fait, sur mon logo. Et puis après, quelque chose de très comment dire, plutôt, moi je voulais quelque chose de ludique parce que ça reste des outils de théâtre. Donc ça reste, même les ateliers, ça doit rester quelque chose de ludique et d'attractif. Voilà. Donc l'idée, c'était de travailler sur des couleurs plutôt dynamiques, qui parlent au plus grand nombre. Donc c'est pas des couleurs froides, c'est plutôt des couleurs chaudes. Voilà, c'est plutôt de rester dans une dynamique d'énergie et puis de convivialité par rapport aux ateliers.
Donc ça, c'est vraiment le travail sur le logo, de mon logo d'entrepreneuse. Après, sur le travail plutôt de la compagnie, on a cherché quelque chose qui était plus artistique dans la typographie, dans les silhouettes des personnages. Voilà, il y avait un autre travail, mais toujours avec des dynamiques de couleurs et voilà, toujours des choses qui soient aussi assez attractives en termes de couleurs, quelque chose qui fasse pas froid, voilà, qui fasse aussi chaleureux. Voilà, c'est un peu les dynamiques qu'on a eues avec Anaïs sur ce travail. Après, petit à petit, moi, je travaille avec d'autres graphistes. On étoffe aussi en fonction justement des rencontres du réseau. Et pour Et si on dansait, là encore, j'ai travaillé avec un nouveau graphiste qui a travaillé sur une dynamique plutôt art vivant, qui a fait tous les visuels et aussi toute l'affiche, etc. Alors, on va repartir sur ton activité. Alors, tu es maman, donc tu as 2 enfants. Comment est-ce que tu gères le planning entre ta vie familiale, parce que tu es vraiment très occupée, ton activité de coach, voilà, la compagnie. En fait, je pense que quand on est auto-entrepreneuse, il y a un côté où il faut il faut savoir s'organiser et puis il y a une certaine discipline à avoir si on veut pas s'éparpiller et puis perdre trop de temps. Et si on veut pouvoir avoir du temps pour sa famille, pour soi et puis pour son travail. Et c'est vrai que moi j'ai la chance, je pense, d'avoir été plutôt éduquée dans une dynamique d'organisation, voilà, de faire des programmes, de faire des listes, etc. Depuis petite, je fais ça parce que mon papa faisait ça. Voilà, je suis plutôt dans cette dynamique familiale. Et puis, j'ai baigné dans cette éducation-là. Donc, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose, c'est-à-dire que je partage avec mon conjoint un planning, encore un outil, hein, un calendrier en ligne qui me permet voilà, tout de suite, dès que j'ai un nouveau rendez-vous, un nouveau atelier qui se cale, de le mettre. Et lui, il est au courant. Du coup, je sais en fonction du planning des enfants. Donc, on essaye voilà, de déjà gérer nos emplois du temps comme ça. Et puis après, c'est de donner vraiment du temps quand on est présente pour ses enfants, pour être avec eux. Et puis, en entrepreneuse, c'est retravailler le soir une fois que tout le monde dort, c'est travailler quand les enfants font la sieste, c'est travailler. Je crois qu'on n'a plus du tout la même vision de qu'est-ce qu'un samedi et un dimanche en fait. C'est en plus quand on est passionné par ce qu'on fait, je pense on a envie de le faire, on a envie de voir, on voit les résultats qui arrivent, donc on a envie de s'investir. Et moi, je sais que je peux travailler un dimanche autant que je travaillerais un lundi, un mercredi ou un vendredi, quoi. Donc, voilà, c'est une autre organisation avec vraiment des listes de tâches. Comme ça, je sais ce que j'ai à faire par activité. Parce que forcément, il va y avoir l'activité de la compagnie qui n'est pas forcément tout à fait la même que l'activité des fois du spectacle, qui n'est pas la même que mon activité d'entrepreneuse. Donc, voilà, il faut aussi différencier les tâches pour pas... moi, je planifie souvent mes journées je fais une matinée pour la compagnie ou une journée entière pour la compagnie. Le lendemain, je ferai une journée entière pour mon accompagnement de coach. Enfin, j'essaye aussi de ne pas faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Parce que c'est là qu'on perd beaucoup de temps et qu'on s'éparpille. Donc, quand je peux, voilà, j'essaye de vraiment plutôt faire des blocs d'activités pour m'y retrouver. Et du coup, là-dedans, oui, je m'autorise à avoir aussi des temps perso et puis des temps pour mes enfants. Je pense que c'est hyper important aussi de trouver cet équilibre-là pour pas trop se perdre et puis aussi parce que la famille, elle en a besoin en fait. Si elle nous voit tout le temps à notre ordinateur, à notre téléphone, etc., elle fatigue quoi. Voilà. Ouais. Alors, te sens-tu une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Oui, je pense que j'aime entreprendre, j'ai beaucoup d'idées. J'ai une créativité qui a été beaucoup nourrie aussi dans mon enfance, donc je pense que je fourmille d'idées. Donc après, c'est arriver à les mettre en place. Entrepreneuse, oui, parce que j'aime la gestion d'équipe, j'aime gérer des projets, les mener de A à Z. J'aime être indépendante en fait. J'ai travaillé à des moments comme salariée, ça m'est arrivé de faire voilà, des
des jobs en étant étudiante, notamment aussi de salariat. Moi, j'aime l'indépendance, j'aime avoir une journée qui ne ressemble pas à la veille. J'aime ça et je pense que, en fait, je me nourris de ça. C'est-à-dire que je préfère des fois, les gens me disent, mais comment tu fais pour tout gérer en même temps, de front, toutes tes casquettes? Mais je préfère ça, en fait, parce que du coup, une activité va nourrir une autre activité, en fait, et ça se complète. Je vais faire une rencontre, peut-être par rapport à mon activité de coach, qui va m'emmener des idées par rapport au théâtre. Enfin, voilà, tout se complète. Et du coup, tout ça se nourrit, toutes les activités se nourrissent les unes les autres. Et franchement, je ne me vois pas faire toujours la même chose tous les jours. Moi, il faut que ça change, il faut que ça bouge. Voilà. C'est dans ma nature, en fait, je pense. Et quels sont tes projets pour 2019? Et ben pour 2019, j'ai beaucoup de projets. 2018 a été une année un petit peu de flottement, de transition. Il y a eu un peu la mise en stand-by du projet Ici en Dansé qui va redémarrer sous une forme différente un petit peu en 2019. On a déjà des dates au printemps. Voilà, il y a une activité qui va repartir par rapport à ça. Il y a mon atelier, il y a mes activités de coaching qui se développent de plus en plus, que j'ai repris les ateliers. Voilà, je vais intervenir dans aussi d'autres structures. Et puis j'ai la chance, grâce au réseau, et ça vraiment, ça c'est quelque chose que je mets en avant, j'ai la chance d'avoir rencontré d'autres entrepreneuses. Et donc en 2000, fin 2018, va être mis en place une association qui va s'appeler Talent au féminin, une association qui va permettre à des entrepreneuses de collaborer sur des événements dédiés aux femmes. Donc, on va créer un salon des entrepreneuses au printemps sur Angers. Il va y avoir des événements dédiés aux femmes, aux mères et aux filles. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un travail qui va être mené. Et je trouve que ça, c'est vraiment riche quand on est entrepreneuse parce que du coup, on peut collaborer, on peut travailler en équipe d'une autre manière en fait que quand on est dans une structure en tant que salarié en fait. Donc des gros projets sur 2019. Du travail. Si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Quel serait-il? Je pense que c'est important de se rapprocher. Justement, moi, je trouve que quand j'ai créé en 2008, je suis allée à la BGE, à la boutique de gestion de l'Ouest à Nantes. Et en fait, tous les conseils que j'ai eus, toutes les personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là m'ont vraiment épaulée pour démarrer mon activité, pour savoir ce que j'avais, ce que je voulais faire, comment. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un réseau que j'essaye d'entretenir. Et je dirais pour une jeune entrepreneuse, je pense que c'est vraiment de se rapprocher de ce qu'il existe. Il y a plein d'entrepreneuses qui créent des ateliers de discussion, des gros groupements, des forums sur Internet, des groupes sur Facebook. Il y a vraiment moyen d'avoir des informations et de co-créer ensemble en fait avec des gens qui sont déjà passés par là. Et parce que voilà, je pense qu'on ne sait pas forcément, on n'a pas toutes les billes quand on commence. Donc c'est vraiment important de savoir où on se projette, voilà, où on va. Et en fait, bien sûr, il y a des sites internet, bien sûr, il y a des informations sur comment créer son entreprise sur le web. Mais je pense que c'est rien à voir avec aller voir un conseiller, aller voir des groupes de discussion, aller échanger avec voilà, il y a des formations qui peuvent être prises en charge, des malades de l'entrepreneur chez la BGE qui peuvent être pris en charge. Donc, il y a vraiment une dynamique à faire, d'aller frapper aux portes, se faire connaître et voir comment ça marche en fait avant de se lancer. Voilà. Alors, le mot de la fin, ça serait quoi? Ce que tu veux. Alors, soit par rapport à ton activité, soit par rapport à la compagnie. Enfin, voilà. Ce que tu veux. C'est pour toi. Du coup, moi, ce que j'aurais envie de partager, je trouve, c'est que
Je reste sur cette idée en fait de réseau. C'est qu'un entrepreneur, en fait, il a souvent l'impression d'être seul. Que ça peut être un métier, moi je l'ai ressenti au début, que ça pourrait être un métier solitaire et que des fois ça peut faire peur avec toutes les responsabilités qu'on a. Et moi je pense que ce qui est important en tant qu'entrepreneur, c'est de savoir collaborer, collaborer avec d'autres personnes, savoir s'investir dans des projets, des associations. Donc mon mot de la fin, c'est que en fait, un entrepreneur, en fait, s'il veut, il n'est jamais tout seul. Voilà, il n'est pas tout seul, même avec que juste ses clients. Il y a d'autres entrepreneurs autour, il y a d'autres personnes qui peuvent échanger, nourrir sur son projet, lui donner des conseils. Voilà, et c'est vraiment important de ne pas rester dans l'isolement. Il y a des moments où on pouvait être. Il y a des grosses périodes de doute quand on crée une entreprise, parce qu'il y a des périodes où ça marche moins bien. Et je pense que plus on met en avant ce réseau, plus ça nous fait du bien en fait. Hein. L'homme n'est pas fait pour être isolé. Et voilà. Donc j'invite vraiment, mon mot de la fin, c'est ça. J'invite à savoir entreprendre, c'est aussi savoir collaborer d'une autre manière. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.